ça y est. Pauletta dans la surface, la frappe. Le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro Miguel Pauletta. Ce coup franc. Oh là 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 là. Zlatan Ibrahimovic, 25e minute, le doublé en 2 minutes. Ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Mandanda. Ah les gars, là on va parler d'un vrai match dans un épisode rétro avec Passion Saint-Germain, Rafik Nams. On va parler d'un grand match et un grand classique dans une ère où le classico était très chaud, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. On va parler du fameux match du 26 octobre 2002, un certain Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille au Parc des Princes, samedi 17h15. Donc on était tous gosses à ce moment-là lors de ce match, les gars. Mais tout d'abord, vous avez vu ce match où? Quels sont vos souvenirs de ce match étant minot? Moi, je vais commencer. Déjà, juste pour un peu contextualiser cette époque du Paris Saint-Germain sur un plan personnel. Bon voilà, j'étais très jeune, j'avais peut-être à ce moment du match, en tout cas au match j'avais 9 ans et en fait moi mon père n'aimait pas beaucoup le foot et du coup j'avais pas la chance d'aller avec mon père au stade. Le PSG c'est le Parc des Princes, c'est pas très très loin de chez moi et il voulait pas non plus que j'aille avec des personnes avec des amis qui allaient avec leur père parce qu'il avait peur que ça parte en couille dans le stade et du coup il voulait pas que j'aille. Et donc les seules manières pour moi de suivre les matchs du PSG, c'était quelques fois sur Canal+ quand mon père ne voulait pas regarder de film, ou des fois le télétexte. Et cette fois-ci bon c'était l'option télétexte, mais j'ai pu revoir plus tard ce match important du PSG. Et bon voilà, c'est en tout cas moi je me rappelle que c'était télétexte et que je ne pouvais pas aller au stade parce que de toute façon, on en parlera de l'ambiance dans le stade et de certains incidents dans le stade. Mes parents avaient peur que j'aille voir les matchs du Paris Saint-Germain. À juste titre, comme on va en débriefer pendant le match, toi, Nam, c'est sûr, t'as vu le match ou alors t'as regardé avec les cryptages de Canal, mais toi, te connaissant, je pense que t'as dû regarder le match quoi qu'il en coûte. C'est sûr, je peux même te décrire la journée que j'ai vécue. Je me rappelle très bien, je regardais Reset, plein après-midi, je regardais Reset sur Canal J. Tu vois, pour soit FIFA, soit PES, moi j'avais fait mon choix. Et tu vois, moi j'étais prêt. FIFA 2003, il était dégueulasse. Ah, moi j'avais kiffé. C'est avec Edgar David sur la. Et Ryan Giggs. L'un des meilleurs. Et 17h15, j'étais prêt, j'étais sur le canapé. Canal+ encrypté. J'étais prêt. Ce match-là, j'y pensais depuis une semaine avant, tu vois, quand le samedi d'avant, il y avait un match, c'était le match contre Montpellier, si je dis pas de bêtises. Non, c'était la semaine d'avant. La semaine d'avant, c'était 3 voilà, PSG. 3 PSG. À partir de ce moment-là, jusqu'au PSGOM, j'ai pas arrêté d'y penser. Toute la semaine en cours, j'arrêtais pas de penser à ce match. Tu vois, à cette époque-là, le PSG, c'était une partie de ma famille, tu vois. Et ce match-là, 17h15, j'étais sur le canapé avec ma mère, RMC et le match. Terrible. Le match encrypté avec RMC en radio. Exactement. C'est vrai que en fait, Nam, c'est Sabri dans H avec Exactement. Mais moi je suis un peu la langue de bœuf. Je suis un peu comme toi, Nams. Moi j'avais pas Canal, et comme les libéraux le savent, on fait un petit coucou aux copains. Mais là pour le coup j'étais chez mon oncle, le fameux Abdelaziz, à qui je passe le bonjour, qui avait à l'époque déjà les boîtiers pirates pour mater Canal+. Et là je vous dis, alors déjà mater un PSG Marseille à l'époque c'était quelque chose, mais alors imaginez-vous pour quelqu'un qui n'a jamais eu Canal+, de le voir sur Canal. Bon, c'était quelque chose. Ah non, mais c'est magnifique. Et en plus, le contexte aussi. Mais en plus, ouais, voilà, c'est ça le contexte. Et à l'époque, pour les plus jeunes auditeurs, dès le lundi, quand tu arrives à la semaine, tu comptes les jours, tu sais que c'est pas un match comme les autres. Et même quand tu rates ta saison, si tu gagnes ce match, on va dire que ça compense même très bien parce que tu sais que le lundi, tu vas avoir le torse bombé à l'école, tu vois. C'est un saveur particulière. Et la saison était bonne jusqu'à présent. Ouais, une bonne saison. La saison était bonne. On va revenir un petit peu sur les matchs qui ont précédé. Donc c'était le PSG version Luis Fernandez. Paris avant le coup d'envoi de ce match était remonté deuxième après sa victoire à 3-2-1 et notamment un petit piqué de Ronaldinho. Le match d'avant au Parc des Princes c'était le récital 5-0 avec ça aussi.
Inoubliable. Le but de Paulo César. Voilà. Et c'est vrai que Paris avait commencé la saison un peu timidement, mais commençait avait passé un septembre et un mois d'octobre assez satisfaisant. En Coupe d'Europe, c'était pareil. Et là, c'était s'avancer contre un Marseille qui était aussi en forme, Rafik, parce que Marseille, le match d'avant, il l'emporte 1-0 contre Strasbourg. Bon, ils prennent 3-0 à Lille à Grimont-Pré-Joris le match encore avant. Mais Marseille. Hector Tapia et Vladimir Manchev aussi. Exact. Vladimir Manchev. Et là, Paris OM, c'est vraiment un choc au sommet en ce 26 octobre, Rafik. Bah ouais, clairement. Bah tu as parlé d'une défaite marseillaise, mais c'est la seule sur les 5 derniers matchs de Marseille. Et Marseille sur les 5 derniers matchs a pris plus de points que le PSG. Bon, c'est juste un point de plus, mais on a une équipe qui a pris 12 points sur 15, Marseille, une équipe qui a pris 11 points sur 15, le PSG. Donc on a 2 équipes en forme qui vont s'affronter et 2 équipes qui sont espacées uniquement de 3 points et qui sont sur le haut du tableau. Donc c'est clairement le classico, mais c'est aussi un choc du championnat. Ouais. Par leur place, pas uniquement par le classico. En fait, c'est un choc dans tous les angles, Nam. Et je vais prendre la voix de Thierry Gilardi pour annoncer la composition du PSG pour ce match. Il y avait notre cher ami Lionel Letizzi dans les buts. Cristobal côté droit, Talal El Karkouri, Mauricio Pochettino, notre entraîneur actuel dans l'axe, Gabriel Heinze côté gauche, un milieu de terrain 2 composé de Fred Déhu et de Alex Nyarko. 2 milieux excentrés offensifs avec Fabrice Fiorez côté droit et Ronaldinho côté gauche, et une attaque à 2 pointes avec Bartolomé Ogbéché et Martin Cardetti qui était co-meilleur buteur à ce moment-là de Ligue 1 Chapouline. Toi là, cette équipe-là, là je te sors les 11 joueurs là, Nams, à quoi tu penses? Quelle est ta première pensée quand je te sors ce 11? Moi, c'était d'abord l'absence de Potillon qui m'avait un peu étonné, qui rentrera en cours de match. L'absence de Potillon m'a beaucoup étonné parce que c'était un joueur que Luis affectionnait beaucoup. C'était un joueur qui était très bon sur son côté gauche. De dernière minute pour Ogbéché, je le rappelle. C'est ça. Et le choix de... habituellement, c'était Pochettino Heinze. Et cette charnière centrale marchait très bien. Et justement, le fait qu'elle ne soit pas conduite pour ce match-là m'avait un peu étonné. Mais Talal fera plutôt un bon match et cette compo est plutôt satisfaisante. Oui. Ouais, c'est satisfaisante. Et puis de toute façon, c'est l'équipe qui tournait depuis quelques matchs. Donc là, clairement, Paris avait très peu d'absents et c'était bon signe. Le match, en fait, au bout des 10 premières minutes, on voit que Paris met la pression tout de suite. Rafik, tu vois Ronaldinho tirer à 2 reprises des coups francs excentrés et à Gabriel Heinze à chaque fois dans les airs qui reprend la balle. Tu sentais un Heinze vraiment apprêté pour ce match. Il voulait vraiment en découdre. Et Ronaldinho, dès les premières prises de balle, il mettait le feu. Tu voyais les Celestini, Ndiaye, Johansen, Meïté, ils étaient un peu perdus sur ces premières prises de balle. C'était compliqué pour eux de le contenir. Déjà, quand j'ai revu le match, quand on revoit ce match-là et qu'on a l'habitude de voir les matchs d'aujourd'hui, déjà on est frappé par le manque de pressing de l'OM. Genre, je me suis dit, mais comment ça l'OM ne fait pas de pressing? Et du coup, l'OM laisse le PSG jouer dans son camp. Donc on a une grosse possession parisienne dans les 15 premières. C'est ce qui permet au PSG de pouvoir se procurer des fautes. Et du coup, il y a Ronaldinho, mais il y a aussi un autre joueur qui fait mal sur les 15 premières minutes, qui arrive à se procurer pas mal procurer pas mal de coups francs, c'est Ogbéché. Ogbéché, en effet, ouais. Et du coup, à la 14e minute, il va obtenir un coup franc. Déjà juste avant, il avait obtenu un coup franc dans l'axe. Plein axe. Je crois que c'était il avait effacé Mdani, ou il avait pris de vitesse Mdani, et ensuite il le retient par le maillot. Oui, il le retient par le maillot, et ensuite quelques minutes plus tard, tu as ce coup franc excentré où il met un petit point sur Johansen, et là Johansen le tient carrément parce qu'il s'est fait effacer. Mais surtout que tu as oublié, Rafik, je te coupe, excuse-moi, c'est qu'avant que Ogbéché fasse le petit pont et qu'il obtienne la faute, il y a Ronaldinho qui fait sa fameuse passe aveugle. C'est sur la même action. Oui, exactement. Ouais. Il y a la très belle passe aveugle de Ronaldinho pour Ogbéché, et aussi juste avant, sur le coup franc qu'avait obtenu Ogbéché avec Mdani, Ronaldinho a dû se prendre à 2 fois. Mais grave. Ouais. Mais oui, il a dû se prendre à 2 fois pour arrêter ce coup franc. Donc, en vrai,
on commençait à sentir que ça pouvait rentrer pour le PSG. C'est ça, mais pour vous justement, le fait que Rougneux capte ce ballon un peu en 2 temps, est-ce que ça signalait déjà une certaine fébrilité de sa part? Bah, disons que moi je vais répondre oui et non parce que le coup franc n'est pas non plus facile à arrêter parce qu'il y a le rebond avant. Je pense que ça aussi, ça l'a un peu trompé et c'était sa première vraie intervention parce que rappelle-toi à la 5e minute quand Ronaldinho tire le coup franc pour Heinze de la tête, sa tête est magnifique, hein. Il prend une détente et la balle elle redescend juste au-dessus de la barre transversale. Donc Rougneux n'avait pas d'intervention à faire, donc c'est sa première intervention. Et là, je vais en venir les gars sur le coup franc de Ronaldinho. On va être honnête, hein, le coup franc est très mal tiré. Hein. Le coup franc est très mal tiré. Enfin, pour moi, je sais pas ce qu'il cherche à faire avec ce coup franc parce que c'est un centre totalement écrasé, mais c'est pas assez puissant pour inquiéter Rougneux. Et la concours de circonstances où tu vois le ballon passer entre 3, 4, 5 jambes et rentrer miraculeusement dans le petit filet opposé. Là, le parc explose et clairement, je me croyais en Argentine. Enfin, l'effervescence du Parc des Princes quand Ronaldinho marque, il va courir vers Boulogne célébrer. Luis Hernandez qui le saute dessus. Ogbeche qui le saute dessus. Luis Hernandez qui danse sur le banc. Et je sais pas, même, tu vois, le cri du parc. Et je sais pas, c'est un petit détail que je vais vous donner. Mais les filets du Parc des Princes, pour moi, ça me faisait rappeler un but au but qu'il y avait en Argentine, des grands buts comme ça, avec, je sais pas, une effervescence. Hein. Je sais pas, je trouvais qu'il y avait une atmosphère sud-américaine avec l'ambiance et tout. En plus, l'atmosphère de cette saison-là et celle d'avant, waouh, j'ai rarement vu plus fou au Parc des Princes. Ouais, j'ai rarement vu plus fou que ça quand même. Il était très bruyant le Parc de Princes. Vraiment, le Parc des Princes était très très bruyant. Et on se rappelle aussi c'est un match que j'aurais aimé vivre au parc, ça. Et on se rappelle aussi que avant le match, il y a eu beaucoup d'échauffourées entre les supporters des deux équipes, bombes lacrymo, bagarres, arrestations, enfin c'était très chaud. Et dans le stade, il suffisait d'une étincelle de Ronaldinho, qui était clairement la star du championnat de France pour enflammer le parc. Ouais, bien sûr. Bah c'est là le but vient récompenser les 15 premières minutes. Ensuite, en fait, en gros, moi, en fait, après ce but de Ronaldinho, en fait, je pensais que l'OM allait réagir rapidement, que l'OM allait enfin commencer à sortir de son camp et de sa moitié de terrain, mais pas du tout, parce que juste quelques secondes après, t'as une nouvelle occasion du PSG, genre quelques secondes après le coup d'envoi où t'as Fiorez, je crois t'as Fiorez qui est très provoquant, qui est très dangereux, et ça revient sur Ogbeche qui met une reprise qui rate, enfin sa reprise elle est ratée, mais en fait l'OM n'est pas là, l'OM n'est pas au niveau du rendez-vous. Faut juste voir par exemple les 20 premières minutes de jeu, faut voir la possession de balle. 60% pour 66% pour le PSG. C'est très clair. Juste après le but, on a un corner ça m'avait un peu surpris, un corner tiré par Lamine Sako. Bien capté par l'ami de Raphaël, Lionel Etizi, qui capte le ballon et qui rassure toute sa défense et toute son équipe. Mais c'est vrai que c'est important. Dans ce match, Letizy n'aura pas beaucoup d'interventions à faire parce que Marseille n'aura tiré que 3 fois cadré sur cette rencontre. Il y avait également la relance de Cardetti qui a donné un peu plus d'ampleur également à cette domination. Il y avait une balle piquée justement de Ronaldinho un peu trop en profondeur pour que Cardetti puisse la reprendre bien de la tête. Donc là, ça a été aussi une autre incursion parisienne. Et là, moi j'ai encore cette image où Ronaldinho a le ballon et Meïté lui tire le maillot. En fait, Ronaldinho, il était vraiment venu pour punir les Marseillais. C'est là aussi que tu voyais que Ronaldinho avait un énorme équilibre. Moi, quand j'étais petit, moi c'était des choses. L'équilibre, c'est pas quelque chose que je jaugeais. Moi, je regardais les dribbles, les tirs. J'étais assez superficiel dans mon analyse du foot. Mais là, quand tu revois avec des yeux un peu plus âgés, bah tu t'es frappé par sa qualité d'équilibre, parce que Meïté c'est un client au niveau physique. Hein. Non, c'est clair, et Ronaldinho arrivait à garder sa lucidité et son équilibre. Et là, on arrive à la 38e minute. Touche, Cardetti qui met un ballon dos au but, totalement excentré, au centre, un peu court.
Rougneux pense avoir l'avance pour récupérer le ballon et Ogbéché qui joue bien le coup, Ouais, il joue très bien. touche la balle Juste avant avant, Rougneux et qui s'effondre dans la surface. Et Monsieur Très Poula bien qui désigne le point de pénalty. Donc, est-ce que pour vous, il y a péno ou pas? Pour moi, c'est généreux. C'est généreux. C'est généreux, oui, c'est généreux. Il y a pas Beaucoup pour de moi, il y a malice. pas péno. Beaucoup de malice. Et ouais, c'est très généreux. C'est généreux, mais Ogbéché il joue très bien le coup. Mm. C'est-à-dire que vu qu'il est plus rapide que Rougneux, vu qu'il est le premier à toucher le ballon, bah forcément, il y a contact. Il y a contact. Et bon, même si Ogbéché, je pense que Ogbéché peut rester sur ses appuis. Hein. Voilà, le penalty, quand j'entends penalty, je suis heureux. Hein. Je suis heureux. Ouais, je me demande est-ce que Ronaldinho va marquer ou pas. Il est parti chercher le penalty. Ronaldinho Exact. doublé, contre-pied parfait. Et sa célébration. Et sa célébration mythique. Ouais, Hein, parce il que enlève son maillot et il le lève devant la tribune. Il lève son maillot. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué. C'est quelque chose qui m'avait marqué. Et quand il y a 2-0, tu te dis waouh. Tout le monde pensait que c'était Messi qui l'avait remis au goût du jour en 2017 à Bernabéu, mais non, c'était bien Ronaldinho presque 15 ans avant qu'il l'avait déjà fait. Et il y a une chose où il faut parler, c'est que tu vois quand vous voyez quand Ronaldinho remet son maillot, DU le cache. Il veut pas que l'arbitre le voie, donc il se retourne à chaque fois pour voir si l'arbitre regarde dans la direction de Ronaldinho. En gros, il lui dit vas-y, remets vite ton maillot pour pas prendre de carton, tu vois. Non, je crois, parce que Nams, pourquoi je vais te dire ça? Parce que je crois que la règle du carton jaune. Elle était déjà valable. Hein, si non, c'est 2004. Non, c'est 2004. Parce que tu sais pourquoi appliquée. Le souvenir que j'ai, c'était un Italie-Croatie. Je sais plus quel joueur croate ou italien qui avait du mal à enlever son maillot, qui avait du mal à le remettre, qui l'avait enlevé, qui avait du mal à le remettre, avait eu un carton jaune à la Coupe du Monde 2002. Non mais Nams, je te promets Nams, c'est après t'as peut-être raison. C'est après l'Euro 2004. Après c'est possible. 2004. C'est possible. Mais il me semble que c'était un peu plus tard aussi. Ah ouais, mais la réaction de DU, la réaction de DU non, me fume totalement. Non, je pense que DU avait peut-être peur que Ronaldinho prenne trop de temps à célébrer le but et qu'il prenne un peu pour gain de temps, peut-être, je sais pas. Ouais, c'est possible. En tout cas, Rafik, Paris mène 2-0 à la mi-temps. Ah là t'es bien là à ce moment-là. Tu te dis rien ne peut arriver à Paris quand Paris a 2 buts d'avance et surtout avec cette domination et un Ronaldinho en feu comme ça. Bah ouais, clairement, le match est maîtrisé. Les joueurs qui s'occupent de gêner les créateurs de l'équipe marseillaise, notamment Nyarko et Frédéric Dehu, font très très bien leur travail. Célestini et Johansen n'ont aucun impact sur le match. Lamine Soko aussi, il n'est pas très dangereux. Honnêtement, le match est très très bien géré sur la première mi-temps. On a juste à se dire, au deuxième mi-temps, on laisse Marseille venir un peu de notre camp et on finit sur un contre. C'est ça. C'est surtout Rafik que en vrai Marseille, vous voyez Lamine Sako, Fernandao, mais pour moi ces joueurs ne me faisaient pas peur. Enfin, là on parle avec le recul, la date d'enregistrement 2021, mais à l'époque Fernandao, Lamine Sako, c'était pas des bons références. Ouais, c'était pas des références, mais c'était pas des références. C'est pas des mecs. Genre à Marseille, t'as des joueurs qui sont grave forts en classico. Ils sont toujours très forts en classico et eux ne font pas partie. Il y a des joueurs vraiment. Sur cette période de 2000 à 2010, il y avait des joueurs marseillais que j'avais en tête. À l'instar d'un Daniel Moreira, Bakayoko, ça faisait partie des joueurs qui me faisaient peur quand je les affrontais. À l'instar d'un Daniel Moreira avec Lens, à l'instar de Djibril Cissé avec Auxerre, des mecs, de certains attaquants lensois et rennais qui contre le PSG, ils étaient toujours performants. Et c'est dans cette équipe de Marseille, il y avait pas trop de joueurs comme ça qui me faisaient peur. Ouais, et puis Bakayoko qui va justement s'illustrer notamment en deuxième mi-temps. Paris reprend justement le cours du match, comme à son habitude, toujours solide défensivement et joue coup par coup en contre pour la deuxième mi-temps. Et là, on va venir sur un incident qui s'est passé à la 54e minute, côté Auteuil, poteau de corner, où Ronaldinho a reçu des projectiles, pétard, bouteille en verre de bière, etc. Et dont un pétard qui a pété à côté de lui, à côté de son oreille. Donc, exact, ouais. Le match a été interrompu pendant quelques minutes. Alain Perrin qui va calmer les supporters. Exact. Sa manière de calmer, elle me tue. Oui, parce que genre, il dit calmez-vous, et avec le poing, il fait en mode c'est ça. C'est moi, je vais gérer, laissez-moi. C'est ça qui me tue, avec ses points, il dit calmez-vous. Vous inquiétez pas, c'est moi qui m'en occupe.
Ouais, c'est ça. Non, c'est exactement ça. Ouais. Bah, c'est un peu dommage parce que, en fait, c'est dommage, mais ça fait partie du classico. C'est-à-dire que un classico ne peut pas être un classico avec s'il est fruité, c'est pas possible. Ouais. Si le classico est fruité, c'est pas possible. Il faut ce truc, il faut cette tension, tu vois. Il faut cette tension. Et moi, durant le match, je me dis, ah ouais, moi j'y pense, hein. Je me dis, ouais, là c'est l'année. L'année dernière, on a échoué, on est arrivé 4ème. Là, on va finir top 3 et on va peut-être jouer le titre. Là, c'est bon, là. Là, c'est bon, là, je me dis, en cours de match, là. Je me dis, on va le faire, on va jouer le titre. Et surtout que vous avez remarqué comment Ronaldinho a raté son corner suite à cet incident. Ah oui, un peu perturbé, ouais. Un peu perturbé, c'est compréhensible. Perturbé, clairement. Entre guillemets, les supporters parisiens rendront l'appareil. Bon, pas de manière très intelligente envers, si je dis pas de bêtises, c'est Célestini, Fabio Célestini. Exactement. Deux fois Célestini. Exactement, qui lui aussi qui aussi, voilà, recevra des projectiles. Mais bon, voilà, la deuxième mi-temps, c'est à l'expérience, hein, c'est à l'expérience. On laisse les Marseillais sortir, hein. On laisse les Marseillais sortir pour un contre. Voilà, c'est ça, on les attend et justement, c'est très bien géré, hein, c'est très bien géré. On a une défense super solide, un Pochettino qui répond présent, Talal qui fait un très bon match, Heinze aussi. Des Uniarco. Bon à la récupération. Exactement, c'est dingue. Et Rafik, à l'heure de jeu, Cardetti qui était tout proche de mettre le but du 3-0 sur un. Mais oui, mais ce qu'il rate, il abuse. Ah oui, Rounier à contre-pied et laisse traîner le pied, c'est ça? On se rappelle hein, des commentaires de Gilardi qui disait c'est une image inhabituelle de voir Cardetti à ce moment-là rater des occasions comme ça, parce qu'on se rappelle que Cardetti jusqu'au mois de novembre, c'était un serial buteur. Exactement. Déjà Nice, il mettait ses buts. Et moi j'avais vu, moi je le connaissais pas, je le connaissais pas. Moi j'en avais entendu parler dans 100% PSG. Et en plus, et dans 11 mondial que j'avais acheté, il y avait le calendrier grande photo du PSG avec le calendrier de tous les matchs. Et justement c'est là où je découvrais Cardetti, où j'en entendais parler, où apparemment il marquait des buts à River, etc. Meilleur buteur du championnat argentin. Même à chaque fois qu'il y avait les périodes de transfert dans les années 2000, à chaque fois on se faisait berner. À chaque fois qu'il y avait un joueur qui venait, mais vraiment, mais à chaque fois on était comme des fous, on lisait. Exactement, Paulo César. Quand je lis dans 11 mondial que Luis Hernandez avait dit que ce serait le nouveau PC, il l'appelait PC, serait le nouveau Roberto Carlos. Ben moi j'y ai cru. Encore plus quand j'avais le but contre Guingamp, j'y ai cru. Tu vois, j'y ai cru, tu vois. Et quand Cardetti, il fait quand même un bon match, hein. Il se démène. Et quand j'entends à la radio qu'il marque de la tête, on en reviendra sur ce troisième but de Cardetti de la tête qui arrivera en fin de match. Entre-temps, c'est vrai que Marseille a amené des sueurs froides aux Parisiens. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'occasion où Bakayoko rentre et fait la différence et décale Johansen. Ah oui, la frappe qui frappe. Exactement. Voilà, il frappe la balle, frôle le poteau et OLMB était proche de couper l'action justement. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, si l'OM aurait dû le score, c'est plus le même match. C'est plus le même match. Ça tremble, je pense que ça tremble. Et ça, non seulement ça tremble au niveau des joueurs, peut-être au niveau du staff et aussi au niveau des supporters. Ça aurait créé vraiment un grand silence de cathédrale. Franchement, ça aurait été. Moi, j'aurais été très inquiet. 2-1, oh là là. Ça aurait pas été le même match. Ça aurait pas été le même match, mais Paris continue à jouer en contre, à opérer, et Ronaldinho la dernière demi-heure de Ronaldinho, des contre-attaques menées par des passements de jambes, accélération de son camp. On se rappelle encore très chambreur. La roulette également qu'il avait faite long de la ligne de touche. En fait, à ce moment-là, il était vraiment intouchable, et même encore une fois où il fait une passe aveugle à Fiorez, il est un peu court pour terminer l'action. Je crois que Ronaldinho aussi rate une occasion en contre, mais là Ronaldinho il a un boulevard, il fait ce qu'il veut clairement. Il est dans la zone, hein. C'est son match, c'est l'homme du match, il est au-dessus de tout le monde. Tu parlais de contre-attaque, il y a une contre-attaque, je crois à la 75e, 74e qui est il y aura pas de frappe à la fin de cette contre-attaque, mais elle est tellement bien exécutée dans les déplacements des joueurs. C'est une contre-attaque à 3 avec lui, Cardetti et Fabrice Fiorez, c'est à la suite d'un corner, mais les trois comment se déplacent et les 2-3 passes qui se font. Mais vraiment une très très belle contre-attaque. Et vraiment, c'est là que tu te dis le PSG gère trop bien ce match. Ouais, Paris gérait vraiment le match et la victoire ne pouvait pas lui échapper. Encore moins à la 81e minute quand Heinze. Juste, Raphaël, je peux te couper parce que tu parlais des dribbles de Ronaldinho. Il y a ce dribble
sur Manuel Dos Santos, t'as la 7 virgule. Je vais le garder pour la fin, mais je te laisse. Ah merde, désolé. Non, vas-y, je te laisse. Maintenant, t'as Historique commencé. légendaire. Moi, je sais que t'allais changer de sujet. Bah, je te laisse parler de cette virgule. Là, franchement, moi, je l'ai mentionné dans un podcast avec les libéraux oui, sur Ronaldinho. Oui. Qui, Exact, pour moi, et l'image que je retiens de Ronaldinho sur ces 2 ans au Paris Saint-Germain, c'est ce flip-flop qui, déjà, aucun joueur au monde, et même dans les 20 années à venir, ne maîtrisera mieux ce geste que lui. Et cette virgule qu'il fait à Dos Santos, je vais reprendre mon expression, il est parti acheter son épi de maïs au parking derrière Auteuil avec les pack-pack. Il est sorti du champ de vision. Non, c'est il est trop. sorti du champ de vision. C'est vraiment trop. Il est parti. Dingue. Il a failli. Il aurait pu se blesser. Honnêtement, vous vous rappelez son genou. Il devait être en hypertension son genou quand il a fait son crochet. Oh là là. Clairement, mais j'en suis sûr qu'après il a dû demander une petite IRM et ils ont trouvé une petite hypertension. Comment vous êtes fait ça, Monsieur Dos Santos? Je suis mal retombé. C'est terrible. Et le truc, c'est que l'impression que j'ai eue, c'est que Ronaldinho, c'était déjà un joueur complet. Il n'avait pas vraiment de défaut dans son jeu. Il était athlétique, rapide, les 2 pieds. Peut-être qu'il se servait pas assez de son pied gauche, des fois, mais... Ouais, peut-être son jeu de tête. À la limite, son jeu de tête, ouais. Ah, il marque contre Oujpest quelques semaines avant ce match de la tête en Coupe de France. Mais bon, c'est vrai que jeu de tête, c'était pas très souvent. Mais honnêtement, il peut te mettre un but de la tête. Genre, il peut t'en mettre 2-3. Il peut t'en mettre 2-3 sur une saison si, genre, dans certaines circonstances. Genre, c'est pas non plus un mec nul, tu vois. C'est pas Verratti qu'on lui demande de tirer. Oui, bon, de toute façon, c'est pas compliqué ça. et là, je vais en venir, c'est sur la 81e minute. Heinze qui pousse un peu trop loin son ballon. Johansen va la reprendre, mais ça arrache et tacle au milieu de terrain pour la dégager. Mais en fait, c'est un centre au niveau des 20 mètres. Exact. Et là, il y a une incompréhension entre Johnny Ecker et Ronaldinho qui sort. Il recule, il avance, il recule. Ouais, voilà. Il avance, il recule. Et Cardetti, c'est là où il était précieux, c'est qu'il était petit, mais il arrivait à se faufiler et faire mal dans ses déplacements. Et lui, il s'est pas posé de questions. Il a repris la balle et il a lobé au Ronaldinho de la tête. Et Chapouline qui devient co-meilleur buteur de D1. Exact. Et à ce moment-là, à 3-0, vous pensez à quoi quand il y a le 3-0? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? C'est la fiesta. Et en plus, tu te dis, reste 10 minutes, Ronaldinho, il va les exterminer jusqu'à la poêle. Mais là, genre, quand il y a 3-0, en fait, t'es juste pressé d'être le lendemain pour charrier tous les Marseillais de ton école. Même lundi. Parce que déjà, j'avais pas de réseau social à 9 ans. Je communiquais avec mes potes uniquement quand je les voyais dehors. Genre, on s'envoyait pas de messages. J'ai eu peut-être quelques années après un PC et avec Messenger. MSN. Mais sinon, c'était, je devais attendre le lendemain. Du coup, j'ai été pressé d'être le lendemain matin pour pouvoir charrier mes potes marseillais. Ah, mais ça, c'était tout le plaisir qu'on avait. Et je pense que le soir même et même le dimanche soir, on n'aimait pas les lundis. On est comme Garfield, on n'aimait pas les lundis parce que c'était le début de la semaine. Et le dimanche soir, on avait hâte de rejoindre la cour pour se vanter de ce succès. Paris qui gagne 3-0 et sur les dernières minutes, Ronaldinho il joue contre ses petits. Il joue contre ses petits, clairement. Il fait ce qu'il veut, dribble, râteau. Et moi, j'ai cette image de Ronaldinho quand le coup de sifflet final est retenti, de Ronaldinho avec main sur l'oreille devant le Cop Auteuil en mode plus fort, on vous entend pas pour fêter ça. Et cette fameuse interview mythique avec Paganelli qui embrasse ses chaussures pour avoir son maillot au micro de Canal. Mais par contre, Paga, en fait, il n'a pas progressé. En termes de questions pertinentes depuis 20 ans. Mais vraiment, ces questions en 2003, elles sont claquées. Questions et les langues. Il a rien appris. Espagnol, italien. Et il progresse pas. Avec Balotelli aussi. Lui, c'est un personnage des Guignols, mais dans la vraie vie, tu vois. Quand tu l'entends parler, quand il pose des questions, moi, j'étais explosé de rire à chaque fois. En plus, il a été footballeur pro. Il devrait avoir des questions plus pertinentes. De fou. Genre des fois, mais il y a aussi le match de. Bon là, je vais parler d'un match récent où il était aux commentaires. Et genre, il dit je remarque que le PSG ils font beaucoup de passes à l'arrière, mais genre des trucs comme ça, mais vraiment, genre. En mode personne qui a jamais regardé de foot, quoi. Exactement. Et t'as les autres commentateurs je crois qu'ils ne sont même pas d'anciens footballeurs pro, ils lui répondent en mode gêné, en mode ouais, c'est un peu pour ressortir, mais genre,
Mais en 20 ans, il n'a pas progressé. Ouais, ça brille un peu comme. Oh, mais non, mais pourquoi il prend le ballon à la main? Il y a faute là. Non, mais c'est le gardien. C'est le gardien. mais en tout cas, comme disait le regretté Thierry Gilardi, c'est un bon escroc ce Paga quand il avait obtenu le maillot de Ronaldinho après son intervention. Paris qui gagne 3-0 et comme un symbole, comme la fameuse saison 2000-2001 où tout sourit aux Parisiens et cette victoire 7-2 contre Rosenborg. Après cette victoire 3-0 fin octobre, la chute allait commencer, une série d'une dizaine de matchs en Ligue 1 sans victoire et Paris a dû attendre jusqu'à janvier pour retrouver la victoire en Ligue 1, défaite à Sedan 3-1, nul contre Sochaux, égalisation en fin de match des Sochaliens, défaite à Lens 3-2 après avoir mené 2-1, défaite au Parc contre Nantes, Cardetti carte son pénalty. Enfin, à ce moment-là, tu disais plus un ne sourit aux Parisiens. Je vais me faire mon mea culpa parce que Paris avait battu Lyon le 4 décembre 2-0 au Parc et c'était le match qui a sauvé la tête de Louise. Donc ils avaient gagné avant janvier, mais à part cette victoire-là, c'était brillant. D'ailleurs, cette victoire-là à l'époque, je me rappelle que moi j'étais parmi ceux qui voulaient que la tête de Louise soit sauvée et j'étais ceux qui voulaient que Paris gagne absolument ce match. Ah ben, comment dire que je regrette aujourd'hui. Et en tout cas, cette saison-là, il y aura peu de choses positives jusqu'à la fin de saison, hormis la finale de la Coupe de France, le doublé de Ronaldinho contre Bordeaux et le match retour contre l'OM. Et franchement, personne n'aurait imaginé ça. Comment tu peux arriver en 11e avec cette équipe-là, vraiment? Comment? Faire pire que la saison précédente. Et personne n'aurait imaginé ça ce 26 octobre 2002 à 19h30 ou 19h15. Personne n'aurait pu. 17h15, ouais. Personne. Je dis 19h pour après le match, mais personne n'aurait pu imaginer ça. Quand le match coup de sifflet final, je me dis qu'on est premier ex aequo provisoirement, et je me dis c'est incroyable. J'avais un sourire. Oh là là, il y avait rien qui pouvait gâcher mon bonheur à ce moment-là, tu vois. Et c'était dingue, tu vois. Et là, je me dis ouais, là on a une équipe top, on peut faire quelque chose. On peut accrocher un ticket pour la Ligue des Champions, on peut aller titiller l'OL. On est crédible, tu vois. On est présent, tu vois. Et pour vous, ce match, est-ce que il fait partie de vos plus beaux matchs, si ce n'est le plus beau magique. de votre enfance côté parisien? Je pense qu'il fait partie, en termes d'émotion, peut-être le 0-1 à Furez, mais celui-là, il est spécial. Parce que on n'avait pas gagné contre l'OM depuis peut-être 2 ans, je crois. Depuis le 2-0 saison 2000-2001. 2001-2002, on les bat au pénalty en coupe avec. Oui, voilà, mais je veux dire en championnat. Mais en championnat, on les avait pas battus depuis 2000-2001 avec Christian et Laurent Robert. Exact, on les a pas battus depuis cette saison-là. Et ça faisait plaisir de battre l'OM. Et franchement, après le match, moi, j'attendais que d'être lundi, de vanner mon cousin Landry, qui était un grand fan de l'OM et de Ravanelli, de vanner tous mes potes au collège. J'attendais que ça, tu vois. On attendait que ça, tu vois. La récréation. Ouais, vas-y, continue, Nams. On attendait que la récréation pour pouvoir vanner, tu vois. Ils pouvaient rien dire, tu vois. On vous a battu 3-0. Et qu'est-ce que tu peux dire en face? Ils pouvaient rien dire. Ils étaient silencieux, tu vois. Mais c'est vraiment ça. Et toi, Rafik Déjà, moi, pour le coup, le match retour m'a procuré beaucoup plus d'émotion et de plaisir parce que déjà, c'était un PSG qui était en plus grande difficulté au match retour. Et le fait de jouer à Marseille, ça m'avait procuré beaucoup plus d'émotions. Marseille qui jouait le titre en plus à ce moment-là. Ben oui, mais c'était ouf. C'était encore plus ouf. Après ce match-là, vu que j'avais pas vu en direct à l'époque, etc. Donc moi j'étais juste quand j'avais ouvert le télétexte et j'étais en plus PGOM, j'étais un peu tout tremblotant avant de voir le score parce que j'avais peur de voir une défaite et le lendemain devoir essuyer les charriages des Marseillais. Donc ça c'était le seul moment émotionnel de ce match-là, c'était télétexte. C'était quoi? C'était 330? C'était quoi déjà les numéros pour la Ligue 1? Je crois que c'était un truc comme ça. Ouais, c'était un truc à 300 et quelques. Moi, je regardais les scores sur le site football365.fr là, sur internet. Moi, j'allais voir direct les lives là-bas. Là.
Et voilà, et du coup, après, je pense que j'ai d'autres matchs qui ont été plus émotionnels pour moi, mais c'est vrai que celui-là, quand même, c'est une belle victoire, une belle fête avec une très très belle ambiance dans le parc. C'est quelque chose, je pense, qu'on ne revivra plus parce que on n'a plus cette ambiance-là dans le parc, on n'a plus cette magie du Classico, cet attrait pour le Classico. Maintenant, le Classico, je sais pas pour vous, mais le Classico pour moi, je ressens limite aucune excitation. Ah, c'est plus pareil, il y a plus les logique, ouais. Il y a plus les mêmes. Après, je pense que voilà, il y a plus les mêmes supporters, plus les mêmes équipes. Et je pense qu'aussi on a grandi, tu vois, la passion d'enfant qu'on avait est différente, tu vois. Même si on aime toujours le PSG, c'est différent. Pour moi, quand je vous le dis, le PSG, je ratais rien du PSG. Mais ça dictait. Ça dictait nos émotions. Exactement, j'aimais peut-être plus le PSG que mes oncles, tu vois. Tu vois, le PSG, j'aimais trop le PSG, tu vois, c'était trop, c'était le PSG là, ce PSG nul en plus, ce PSG mi-bon, mi-nul. Qu'est-ce que je l'aimais. C'était terrible. En tout cas, ça a été un plaisir d'avoir ressassé ce souvenir d'enfance avec vous. C'est vrai que maintenant le football a changé, c'est plus la même chose, le PSG a changé, l'OM a changé, la dimension des supporters dans un stade a changé également, mais j'invite vraiment les auditeurs, alors soit les plus jeunes qui n'ont pas connu ce match, ou même les gens de notre âge ou plus âgés qui l'ont vu mais qui souhaiteraient le revoir, n'hésitez vraiment pas, c'est à consommer. Parce qu'en vrai c'est un match plaisant, genre vraiment plus que plaisant. Genre vraiment je dirais même il se regarde, il se regarde, genre les 82 minutes passent, genre c'est pas une corvée. Ouais, regardez-le vraiment, faites pas comme la majorité des personnes aujourd'hui à aller sur Twitter et Facebook en même temps, regardez-le vraiment attentivement, appréciez Ronaldinho, appréciez l'ambiance. N'écoutez pas André Agnelli, regardez les 5 dernières minutes du match, non, ce match-là, regardez-le entièrement, regardez l'avant-match même, regardez les tribunes, les tifos, tout, mettez le son à fond, la sono, tout, mettez les basses, tout, faut tout mettre. Faut écouter Nams, les gars, il faut aller voir ce match. Regardez ça avant qu'il y aura les temps morts, parce que c'est pour bientôt les temps morts dans le foot et les cartons. Et les pauses fraîcheurs, les pauses trucs, les pauses VAR. Les bouteilles Gatorade les défis entre les cartons avec le pop-up. Bon bref, sérieusement, on va terminer ce podcast sur ces beaux mots. Allez voir ce match, à consommer sans modération et voir ce que c'était un vrai classico. Pauletta dans la surface, la frappe. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro Miguel Pauletta. Ce coup franc. Oh là 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 là. Zlatan Ibrahimovic, 25e minute, le doublé en 2 minutes. Ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Mandanda.